la communication visuelle, sonore, storytelling. J'espère être à la hauteur. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir dans notre studio virtuel pour cette conférence sur le fait de marquer les esprits lors d'une présentation commerciale. Avant de commencer, j'aimerais quand même vous poser une question. Normalement, vous avez dans la conversation, si la technique veut bien fonctionner, dans la conversation, je vous ai mis un lien avec une enquête Forms à laquelle j'aimerais que vous répondiez. Sur les attentes, en fait, hein, sur les attentes d'un public lors d'une prise de parole. Donc, je vous demanderai de sélectionner parmi la liste des attentes qui sont proposées, les 5 principales attentes. Par exemple, les vôtres pour ce matin, quelles sont vos 5 principales attentes qui font que vous allez pouvoir après accepter le pont de communication que j'essaye de tendre entre nous. Armand, est-ce que ça fonctionne? Vous avez accès au Je suis en train de lien me connecter dessus. Ça fon... Non, ça nous met la page. Vous n'êtes pas autorisé à afficher ou à répondre à ce formulaire. Donc on va utiliser le plan B. Donc quelles sont pour vous les 5 attentes principales qui va vous faire accepter le pont de communication que vous tend un orateur, qui va vous donner envie de rester captif. Là, par exemple, vous allez être captif derrière votre ordinateur, dans votre bureau, dans votre salon, pendant 2 heures. Donc, qu'est-ce qui fait que vous allez, je vais réussir à vous empêcher d'avoir envie d'aller faire autre chose, débrancher votre caméra pour aller répondre à un mail, vous mettre sur votre téléphone portable, vous laisser votre esprit errer. Quelles sont pour vous les 5 attentes principales? Juste pour répondre aux questions Alors, du chat. Marie, j'ai vu qu'une main était levée. Est-ce que vous... D'accord, ok Marie. Bonjour Ghislain. Bonjour, bonjour. Voilà, je suis bien connecté. Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer d'abord une vidéo, comme ça va vous laisser le temps de répondre. Alors, regardez cette vidéo, c'est une présentation commerciale. Donc, on est en plein dans le sujet. Alors, vous verrez que c'est une présentation commerciale qui ne se passe pas comme prévu. Et pourtant, les moyens avaient été mis sur la table. Pour vous mettre un peu de contexte, nous sommes au CES, Consumer Electronics Show à Las Vegas. Et là, nous avons Samsung qui présente son innovation de l'époque, qui était l'écran incurvé. Et donc, pour pouvoir plaire et marquer les esprits, ils se sont dit, on va se payer les services d'un réalisateur de films à grand succès, Michael Bay, qui est le réalisateur des Transformers, d'Armageddon, de Pearl Harbor, ouais, donc vraiment des films à très grand spectacle. Donc on va se payer ses services, il va nous expliquer un peu son métier de réalisateur de films à grand spectacle et il va essayer de nous montrer à quel point cette innovation d'écran incurvé va amplifier l'expérience du spectateur ou du téléspectateur quand il va regarder des films à grand spectacle. Donc ça, c'est sur le papier, c'est comme ça que ça devait fonctionner. Donc, vous allez retrouver sur la scène de Las Vegas le directeur général de Samsung États-Unis qui va accueillir Michael Bay.
C'est pas le son là? Alors, bon, décidément, la technique. Alors, on va se mettre. Ça arrive. Hein. C'est pas comme si on faisait pas d'essai depuis 1 heure. Hein. Quand je vous ai dit le gène Pierre Richard, vous voyez, je ne mentais pas. Là, l'ordi complètement planté. Alors, est-ce qu'on a eu des réponses en attendant? Est-ce qu'on a eu des réponses à la première question? Nous en avons eu une de Frédéric. Ah, alors Frédéric? Qui a mis en 1 apprendre quelque chose, en 2 créer un lien de ressources, aide réciproque, et en 3 répondre à une problématique. Très bien. Alors, effectivement, apprendre quelque chose, une des attentes de votre public lorsque vous faites vos présentations commerciales, effectivement, c'est l'information. Avoir de l'information nouvelle. Mais ce n'est pas la première attente. La première attente, et d'ailleurs que je ne suis pas du tout en train de respecter avec vous à cause de la technique ce matin, la première attente, c'est la facilité d'accès. Ce qui fait qu'on va rester connecté sur un émetteur, c'est parce que ça nous paraît facile et confortable. Alors, comment on travaille cette facilité et ce confort de réception? Par l'engagement et la densité au niveau de l'émission, c'est-à-dire du corps et de la voix. Pas avoir à tendre l'oreille pour avoir accès à l'information. Vous voyez bien que, par exemple, avec ce genre d'outils de visioconférence, parfois, on peut avoir des problématiques de son, de résonance, de son un peu coupé. Ça devient très vite désagréable. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des présentations commerciales où la personne est équipée d'un micro. S'il place mal son micro et que sa voix est un peu distante, vous verrez qu'il va très vite se faire engueuler par le public en disant « le micro !» Parce que la première attente d'un public pour accepter la connexion qu'on lui tend, c'est qu'il ne veut faire aucun effort pour avoir accès à ce contenu. Donc, il y a le côté purement formel. Et l'accessibilité au contenu, il ne se fait pas simplement par la forme, mais également par le contenu. L'accessibilité, ça se fait par des mots qui sont partagés, un champ lexical partagé entre l'émetteur et le récepteur. Alors là, parfois, on se retrouve face à une difficulté. C'est que quand on se fait une présentation commerciale, souvent, on veut soigner sa légitimité à intervenir. Sa légitimité, sa crédibilité pour dire, voilà pourquoi aujourd'hui, je me place devant vous, je m'offre à votre observation, pourquoi je suis légitime aujourd'hui à être l'émetteur. Et souvent, ça, c'est des réflexes plutôt scolaires, pour pouvoir légitimer, eh bien, on va essayer d'employer pas mal de mots savants, sachants, un peu barbares, en fait, du name dropping, pour montrer à quel point je suis très expert sur mon domaine. Je crois savoir que dans la salle, là, nous avons des gens qui sont plutôt dans la forge, d'autres dans la brasserie, d'autres dans le vin, dans le champagne, dans le plastique. Donc, tous ces domaines sont des domaines d'expertise et souvent, quand on veut plaire, montrer qu'on est des experts, eh bien, on peut être tenté de lever le niveau du champ lexical pour impressionner. Sauf que là, la première attente du public n'est pas respectée, puisque ça devient compliqué. Alors, en revanche, effectivement, on apprend de nouveaux mots. Hein. Et peut-être que ce n'est pas le moment tout de suite
d'apprendre de nouveaux mots. D'abord, montrer à quel point aujourd'hui, ça va être facile. L'autre façon de rendre la chose facile au niveau de l'accès, c'est la logique de votre discours. Est-ce que c'est simple de vous suivre? Ou est-ce qu'on part à gauche, à droite, on vient en arrière, on part en avant? Clarté et simplicité du message. Et exactement, la clarté et la simplicité du message, c'est cette logique des mots qui sont partagés par tout le monde, c'est-à-dire que ces mots éclairent dans votre cerveau les mêmes images, ou des images partagées, et la simplicité, c'est-à-dire qu'on peut deviner ce qui va arriver après. Ça me paraît d'une logique enfantine. Donc ça, c'est la première attente. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur ne se rallume pas, mon cerveau est en train de se diviser en deux. Le problème de la connexion, plus l'ordinateur à côté, il a l'air, là, de revenir. Comme je suis profondément monotache, le revoilà. On est de retour. Ce que je vais faire, regardez, je vais vous montrer la vidéo. Je vais utiliser une autre technique pour vous la partager. Hein? Ladies and gentlemen, director and producer Michael Bay. Good afternoon, Michael. How is everyone today? My job as a director is I get to dream for a living. Michael, you know, you're known for such unbelievable action. What inspires you? How do you come up with these unbelievable ideas? I create visual worlds that are so beyond everyone's normal life experiences. And Hollywood is a place that creates a viewer escape. And what I try to do is, as a director, I try to... the type is all off, sorry, but I'll just wing this. Tell us what you think. Yeah, we'll wing it right now. I try to take people on an emotional ride, and The Curve? How do you think it's going to impact how viewers experience your movies? excuse me, I'm sorry. Okay. Ladies and gentlemen, let's thank Michael Bay for joining us. Voilà, donc vous voyez, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Donc, peut-être que moi, j'aurais pu, avec mes problèmes techniques, avoir envie de disparaître, de sortir de cette visio. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, celle que je suis en train de vous proposer, c'est que souvent, ce qui vous empêche dans une présentation commerciale où il y a de l'enjeu, ou des enjeux commerciaux, mais il y a aussi des enjeux de l'ordre du trac, du stress, parce que vous vous proposez au regard de gens avec lesquels peut-être que vous n'avez pas encore des liens apaisés ou connus. Il est possible que vous soyez envahi d'une énergie qui fait qu'à ce moment-là, au moment où vous devez être performant, vous avez l'impression que toutes vos capacités physiques, intellectuelles vous échappent. Vous avez une espèce de perte de lucidité, vous ne comprenez plus ce qui se passe et vous n'êtes même plus capable, comme le fait là Michael Bay, vous n'êtes même plus capable d'expliquer le métier que vous pratiquez, que vous exercez depuis peut-être 15 ans ou 20 ans. C'est-à-dire que nos capacités intellectuelles s'effondrent. Alors certainement que la préparation n'était pas très bonne pour qu'il en soit arrivé à ce niveau-là de stress et donc
devoir échapper un peu au piège. On va revenir sur le slideshow, si tu veux bien, Anne-Laure. Réussir cette présentation commerciale, avoir un discours comme, je crois que c'est Marie l'exposait, clair et simple. On va d'abord s'appuyer sur des techniques journalistiques qui vont nous permettre de créer justement un choc. Vous voyez, c'est bien fait. On retrouve le choc, qui est un acronyme. Un choc, c'est-à-dire créer tout de suite l'attention par un message qui va être simple et qui va être surtout adapté à mon public et à ses attentes. Donc, la première chose à faire, c'est de cibler son intervention. On peut être tenté d'avoir une présentation commerciale, d'avoir un discours un peu universel, puisque souvent, quand on sait qu'on est stressé, on aime bien se reposer sur des choses sues et connues. Donc, d'avoir une présentation qu'on fait à peu près pour tout le monde, avec les mêmes slides et la même argumentation et dans le même sens. Si vous commencez à vous inspirer des techniques des journalistes avec lesquels nous travaillons ici, justement pour l'aspect marketing de l'information, la première chose, c'est de travailler sur votre cible. Qui j'ai en face de moi? Quelles sont leurs histoires? Quels sont leurs parcours? Quelle est leur actualité? Quelles sont leurs peurs? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs concurrences? Quel est leur marché? Donc, d'avoir une étude quasiment ethnologique de la cible que j'ai aujourd'hui en face de moi. Cibler son message, c'est également se poser soi-même quelques questions, au-delà de à qui je vais parler, c'est pourquoi je le fais. Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux, à la fin de cette présentation, planter comme drapeau? Notre parcours et notre formation scolaire ou universitaire nous poussent à avoir des objectifs quand on prépare une intervention plutôt thématique. Hein, notre formation classique nous pousse à avoir un objectif thématique, c'est-à-dire présenter mon entreprise ou présenter mon produit, présenter mes services. Ça, c'est thématique. Mes services, 2 points, et puis après, je vais expliquer tout ce que je propose comme service. Mon entreprise, et je vais expliquer tout ce que fait mon entreprise. Un objectif, c'est un point à aller chercher. Pour faire un pont avec le milieu des journalistes, par exemple, un journaliste, Martine attend dans la salle d'attente, un journaliste qui va relayer une information, je ne sais pas moi, sur l'élection présidentielle qui vient d'avoir lieu, sur des problématiques, des sujets économiques, par exemple, ne va pas vous faire un reportage sur l'inflation. Il ne va pas vous faire un reportage sur la reprise économique. Il va vous faire un reportage avec ce que les journalistes appellent un angle. C'est-à-dire qu'il va utiliser les informations pour arriver à une démonstration et au bout arriver à un résultat. Donc ça, c'est en gros le pourquoi que vous devez vous poser. Pourquoi je vais présenter mon entreprise ou mes produits à cette personne-là? Qu'est-ce que je veux créer comme résultat au fond? Souvent, se poser au moins 4 à 5 fois le pourquoi aide vraiment à affiner complètement son objectif principal. Une fois que nous avons ciblé, c'est-à-dire que je sais à qui je parle et je sais pourquoi exactement je fais mon intervention aujourd'hui en face de ce public, eh bien, je vais devoir hiérarchiser mon information. Parce que dans les attentes du public, il y a cette capacité de rester captif. Et le temps de captivité de votre public, c'est votre plus grand ennemi dans votre capacité à convaincre.
Nous, on aimerait avoir enfermé les gens dans une pièce ou dans une communication jusqu'à ce qu'on leur ait dit tous les arguments qui feront la différence. Mais est-ce qu'eux sont en capacité d'encaisser ou d'écouter tous ces arguments? Le temps est notre ennemi, donc une fois que j'ai mon objectif, je sais où je veux aller, il faut que je me saisisse d'une hache et que je commence à éliminer l'ensemble des arguments qui ne vont pas m'aider à atteindre véritablement mon objectif. Et donc à hiérarchiser. Comme on est en communication, il va falloir que j'ai une double hiérarchisation. Une hiérarchisation pour vous, c'est-à-dire quelles sont les informations que j'ai à ma disposition dans mon slideshow de présentation commerciale, par exemple, qui vont m'aider à atteindre mon objectif. Donc, dans toutes ces infos, ces arguments, ces chiffres, ces preuves, qu'est-ce qui est indispensable? C'est-à-dire que si je n'ai avec mon client ou mes prospects ou mon audience, je n'ai que 5 minutes, eh bien, il faut que j'ai, que ce soit bien clair dans ma tête, qu'est-ce que je vais lâcher comme information. Ensuite, si j'ai un peu plus de temps, je vais pouvoir aller chercher ce qui est nécessaire pour atteindre mon objectif, pour créer chez lui ce déclic, ou cette envie d'aller plus loin, ou d'obtenir un rendez-vous, ou de signer un contrat. Donc, qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qui est nécessaire à mon objectif? Encore, là, si jamais vraiment il m'offre beaucoup d'attention et d'écoute, je pourrais aller chercher un troisième degré d'information ou d'argument qui est des choses utiles pour arriver à la compréhension de ce qu'on peut apporter comme service ou qui va faire la différence. Et puis, alors après, si vraiment on est à un autre niveau, on est tapé dans la conversation, où je sens que la personne est vraiment accrochée, là, je pourrais aller chercher ce qui est plutôt facultatif, hein, ce que les journalistes appellent des gâteaux, des biscuits, hein, des billes qu'on garde sous le coude pour pouvoir alimenter la conversation. Là, c'est très auto-centré comme hiérarchie, parce que c'est moi par rapport à mes objectifs. Souvenez-vous, ça ne peut fonctionner que si l'autre est perméable, c'est-à-dire accepte la captivité dans laquelle vous le mettez. Donc lui, il a une autre grille de valeurs, une autre grille qui va lui permettre de hiérarchiser ce que vous lui envoyez. Pour rester captif, qu'est-ce qui est proche temporellement de lui, dans ce que vous lui proposez, parce que c'est comme ça qu'on va avoir envie de cliquer sur une notification, lire un article à partir juste du titre, regarder un reportage, parce que temporellement, c'est proche de moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire temporellement proche de moi? C'est-à-dire que une information va vous intéresser, elle va provoquer votre curiosité parce qu'elle est nouvelle. Ça vient soit juste d'arriver, donc c'est du passé proche, ou encore mieux, c'est quelqu'un qui me dit ce qui va m'arriver dans 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc dans le futur proche ou dans le passé proche. Si j'ai des informations qui sont par rapport à mon interlocuteur, au client, des choses qui concernent son passé proche ou son avenir proche, je sais que là, ses oreilles vont se tourner vers moi. Par exemple, ça devient peut-être un peu excessif, mais vous regardez comment les médias arrivent à nous intéresser par rapport aux élections présidentielles. Exclusivement en faisant appel à des oracles, à des voyants, à des instituts de sondage qui sont capables de nous dire à l'avance, voilà ce qui va se passer le 24 avril. Et quand vous avez quelqu'un qui est capable de vous dire, voilà ce qui va t'arriver dans 1 jour ou dans 2 jours, vous captez son attention. La météo, par exemple, est vraiment typiquement l'information, vous verrez, qui va remplir toutes les cases de cette grille de valeurs qu'attend un public. Si on est capable de me dire le temps qu'il fera ce week-end, ça m'intéresse. En revanche, si on me dit le temps qu'il faisait il y a 5 mois, ça m'intéresse moins. Donc quand vous présentez votre entreprise, par exemple, si vous commencez pour dire, écoutez, mon entreprise a été créée en 1992 par Jean-Claude Martin,
Vous, c'est important parce que vous dites, bah, tiens, il va mieux comprendre d'où je viens, sauf que lui, en termes d'intérêt, bah, pas du tout, là, on s'éloigne. Hein. Donc parfois, il y a des choses qui sont importantes pour vous, mais qui sont absolument insipides pour votre public. Temporellement. Spatialement, pas spatialement, spatialement. C'est-à-dire, plus c'est proche de votre public physiquement, plus ça les intéresse. Ben, si je reprends la météo, vous, ce que vous attendez, c'est le temps qu'il fera demain chez vous. Si moi je vous dis, attendez, avant de vous donner ça, je vais vous dire quand même le temps qu'il faisait il y a 3 mois à Varsovie, là encore, c'est pareil, le pont de communication, il est encore très fragile. Voilà le temps qu'il fera chez vous demain. Depuis la nuit des temps, tous ceux qui ont voulu faire de l'argent ont essayé de vendre l'avenir, le destin. Donc, le futur est proche physiquement. Alors, vous voyez que parfois, par rapport à votre entreprise, on peut commencer à s'éloigner au niveau du temps et au niveau de l'espace. D'un point de vue socioculturel. D'un point de vue socioculturel, c'est-à-dire que les territoires, hein, le côté espace, sur ces territoires, il y a des tribus. Donc, plus je suis capable de parler dans la langue de cette tribu, de lui montrer à quel point je l'ai repéré et qu'il peut s'identifier à ce que je lui dis. Je vous donne un exemple. Un avion qui se crache quelque part sur la planète, disons que c'est loin, il s'est crashé en Irak. Donc ça ne remplit pas du tout la proximité spatiale. C'est loin, ça m'intéresse très peu. Les infos en France vont peut-être faire un sujet sur cet avion, peut-être même faire la une du journal, si, dans l'avion, il y a des gens comme vous. Il y a des Français. Alors là, ça m'intéresse. Ou alors, il y a eu énormément de victimes. C'est ce que les journalistes appellent le mort-kilomètre. C'est ce qui permet de rapprocher. Alors, c'est un peu sordide, mais c'est ce qui permet de rapprocher les distances. Parce que il n'y a pas de Français dans l'avion, ça s'est passé loin, mais ça m'intéresse quand même. Donc là, si on replace ça par rapport à vos objectifs commerciaux, quand je vous dis d'étudier votre cible, c'est qu'est-ce que je peux utiliser comme information où la personne à qui je parle aura l'impression d'être le héros de l'histoire que je lui raconte. Qui puisse vraiment se glisser dans cette histoire. Alors, le psycho-affectif, c'est aussi une façon d'attirer l'attention. Il y a des sujets qui parlent avant tout aux tripes avant de parler à la raison. Quand je vous disais parler d'étudier votre cible, eh bien, quand on a un peu étudié sa cible et qu'on se dit, bah tiens, j'ai repéré que ces gens-là avaient une fierté sur un succès commercial, sur un marché qu'ils ont conquis il y a peu de temps, ou au contraire, ils ont une peur parce qu'une nouvelle loi, une nouvelle norme, ils ont une crainte parce qu'il y a un nouveau concurrent qui vient d'arriver sur le marché ou une révolution technologique qui les fragilise, eh bien là, je sais que si j'emploie cette information-là, je vais parler directement à ses tripes, et alors là, je vais également attirer son attention, augmenter la taille et la qualité du pont de communication que je suis en train d'installer avec ma cible. Ces deux grilles de lecture, si on les utilise bien, c'est ce qui va vous permettre, quand vous avez toutes les informations sur la table à votre disposition, tous vos arguments commerciaux à disposition, de commencer à faire un tri et de regarder, de mixer entre ce qui est important pour vous et ce qui est intéressant pour eux. Ni d'être complètement centré sur l'autre, parce qu'autrement, vous vous dites, bah, moi, je lui ai plu, mais je n'ai pas réussi à faire passer ce que je voulais faire passer. Ni être complètement auto-centré, c'est-à-dire, bah, je suis allé jusqu'au bout de ma démarche, j'ai dit tout ce que je voulais dire. En revanche, lui, je ne vais pas parler de lui du tout, je n'ai pas fait attention à ses attentes en particulier.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, je voulais faire, si la technique m'avait laissé la possibilité, de faire cette enquête pour vous montrer que votre avis, je voulais commencer par vous, que votre avis m'intéressait davantage que les choses que j'ai à vous dire. Donc là encore, je me permets de le répéter, n'hésitez pas, dès que quelque chose vous interpelle, en positif ou en négatif, dès que vous avez besoin d'une précision, branchez votre micro et coupez-moi et parlez, hein, parce que la communication, ça se fait au minimum à deux. Ça va jusque-là? Très bien. Oui. J'ai vu un pouce. Alors, on va revenir. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc, une fois que j'ai hiérarchisé toutes mes informations sur la table, les arguments, j'ai sélectionné mes arguments par rapport à ma cible, c'est-à-dire par rapport à mon objectif et à l'entreprise ou au prospect que j'ai en face de moi, et bien maintenant, il va s'agir d'organiser. Tout à l'heure, quelqu'un évoquait la simplicité, la logique du discours. Et bien, je vais organiser l'arrivée de ces informations. Alors, soit vous travaillez comme un artificier, c'est-à-dire que vous vous dites, j'ai sélectionné quelques bombes, quelques belles bleues, vous voyez, qui sont plutôt des choses qui, je sais, qui va l'intéresser lui, hein, qui répond à sa proximité temporelle, spatiale, psycho-affective, socio-culturelle. Et je vais les sélectionner, je vais les placer tout au long de mon discours. Je me dis que pendant un quart d'heure, eh bien, peut-être que toutes les 2 minutes, je placerai une bombe pour réveiller et attirer l'attention. Et entre ces bombes-là, je vais faire plutôt des informations qui, moi, me semblent très nécessaires par rapport à mon objectif, que je vais placer entre ces belles bleues ou ces belles rouges, qui seront peut-être plus pour l'autre, vous savez, les petits pétards qu'on fait péter au sol, pour faire en sorte que pendant une demi-heure, on accepte d'avoir le cul posé sur le stade de foot le 14 juillet. Donc, soit vous faites ce type d'organisation, celui de l'artificier, un coup pour lui, un coup pour vous, un coup pour lui, un coup pour vous, ou alors vous avez un autre type d'organisation qui est un type d'organisation qui permet véritablement de faire de l'autre le héros de l'histoire que vous lui racontez, c'est le storytelling. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ce sujet-là, si vous l'utilisez déjà. N'hésitez pas à me faire un signe. Non. Non? Très bien. Qu'est-ce que ça, comme ça vous inspire, le storytelling? Bonjour Boris. Alors j'ai Joachim en face de moi sur l'écran. Joachim, qu'est-ce que ça vous inspire, le storytelling? En fait, ce que ça m'inspire, donc c'est très intéressant, ça m'inspire que c'est, quand vous dites un coup pour moi, un coup pour eux, c'est au niveau de quelle situation? C'est un rapport de force ou c'est un coup, je te mets un coup à toi, et puis un jour, c'est moi qui vais prendre le coup, ou comment ça se passe exactement? C'est ça, parce que moi, je fais de l'exportation, et il y a souvent des rapports de force comme ça, et bon, c'est dans les fruits et légumes. Et dans les fruits et légumes, on peut prétexter tout et n'importe quoi au niveau de la qualité, une fois que le camion il est à l'étranger. Et là, oui, effectivement, on se met des coups. Et il y a le cours aussi, donc des fruits et légumes qui montent, qui descendent. Et quand ça monte, là, surtout quand ça descend, il y a beaucoup d'écouts pour faire baisser les prix. Donc, c'est assez critique. Quand le cours est haut, on les entend plus. Donc, voilà, et quand ils nous prétextent de mauvaise qualité, comme on impose une force, c'est à nous de mettre les prix. Donc, voilà, c'est ce que je comprends, c'est ce que je fais, c'est ce que je pratique. Finalement, c'est très fatigant parce qu'on perd beaucoup d'énergie dans les litiges. Donc, j'essaye d'en faire le moins possible et d'être le plus constant possible. Mais c'est impossible pratiquement. Très bien. Alors, quand je disais un coup pour vous, c'est plutôt à un moment, je vais servir mes intérêts C'est ça. avec mes arguments, Oui. essayer de
de faire belle ma mariée, hein, avec les arguments qui servent mon discours par rapport à l'objectif que je veux atteindre, et puis de temps en temps, montrer que je m'intéresse à lui, je m'intéresse à ses propres peurs, à ses intérêts personnels, à ses contraintes, à ses objectifs. Donc c'est ça, un coup pour lui, un coup pour moi, qui est normalement la base même de la mise en commun et de la communication. C'est mes intérêts, pas versus ses intérêts à lui, mais mes intérêts croisés avec ses intérêts à lui. Quels sont les endroits où on se rencontre? Alors, pour revenir sur le storytelling, j'ai vu pas mal de vos messages passer, effectivement, sur l'aspect émotionnel. J'ai vu que quelqu'un n'aimait pas trop le terme. Je vais complètement dans son sens. Le storytelling, en fait, c'est ce qu'on appelle, en bon français, le schéma narratif. C'est-à-dire comment convaincre lors d'une présentation commerciale, autrement que par la simple démonstration logique ou raisonnable. Mais effectivement, en prenant le chemin du chemin narratif, c'est-à-dire lui raconter une histoire. Alors, j'ai préparé une slide pour vous. Vous allez voir, ensemble, on va décrypter un Disney. C'est souvent ce qui est chimiquement pur en termes de schéma narratif. En plus, c'est un de nos clients. On a là, vous voyez, je vais servir mon intérêt à moi. C'est qu'on a la fierté et l'orgueil même d'être l'organisme de formation qui formons les employés de Disneyland Paris à l'art du storytelling. On n'est pas peu fiers. Alors, on va prendre un Disney, on va prendre Aladdin. Donc, le storytelling, le schéma narratif, ça part toujours d'un héros. Parce que c'est ça qu'on a envie de suivre. Ça fonctionne depuis la nuit des temps comme ça. Hein, c'est pas tout nouveau le storytelling. Hein. L'emploi du mot est nouveau, mais ça existe depuis la nuit des temps. Déjà, les peintures qu'on retrouve dans les cavernes, hein, sont, a priori, il y a des thèses qui montrent que c'était pour alimenter les contes racontés par des chamans, donc des histoires de chasse. Et donc on avançait dans la caverne, et à travers ces images qui étaient derrière, c'était un peu l'ancêtre du PowerPoint, on avançait et on racontait une histoire de chasse. Donc c'est depuis la nuit des temps, et on suit dans le storytelling, et c'est ce qui fonctionne dans le schéma narratif, on ne suit pas une histoire, on suit un individu. C'est par l'axe empathique, c'est-à-dire qu'on va s'identifier à l'aventure ou aux mésaventures d'un héros auquel on s'identifie. Donc là, on va nous proposer ce jeune mendiant. Souvent, vous verrez qu'on a beaucoup plus de facilité à s'identifier à quelqu'un qui est accessible. C'est-à-dire qu'il va falloir que ce héros, sur le papier, ne soit pas parfait. Il faut qu'il ait beaucoup de faiblesses. Alors même quand on parle de super-héros, vous allez voir pourquoi un Superman plaît autant, pourquoi Spider-Man plaît autant aux gamins. Voilà, en ce moment, alors, je veux dire, ils sont quasiment imbattables. Sauf qu'ils ont un double personnage. Derrière Superman, il y a Clark Kent, qui est un pauvre reporter maladroit, que les gens regardent à peine, qui n'a pas le droit de révéler toute la force qu'il a en lui. Hein, c'est ce qui fait que les gamins s'identifient autant. C'est-à-dire que si les gens savaient qu'à l'intérieur de moi, il y avait un super-héros. Donc là, on va partir de ce petit voleur. Ça, c'est amener le client interlocuteur dans un dialogue collaboratif. Et je n'ai pas vu la fin. Construire avec lui. Et exactement. C'est-à-dire que le storytelling, ça permet d'avoir quelque chose de très collaboratif, puisque je vais raconter son histoire. Pas la mienne, la sienne. Donc, il faut un héros. Ce héros, c'est soit vous, parce que vous pouvez avoir envie de raconter l'histoire de votre propre histoire quand on se présente, par exemple, ce qui est souvent un moment un peu délicat dans les prestations commerciales, ou alors raconter l'histoire de votre marque, ou l'histoire d'un produit, ou encore mieux, à un moment donné, quand on va faire la différence, je vais vous raconter l'histoire de votre histoire.
vous, en tant que client que j'ai en face de moi, ben, vous avez une mission. Alors la mission d'Aladin, lui, c'était de pécho Jasmine. C'est son truc, dès le début, on le sait, il veut pécho Jasmine. Sauf que on voit bien quand même que, alors pour votre client, par exemple, ça pourrait être comment être plus compétitif. Pour que ça fasse storytelling et qu'on arrive à être sur l'aspect plutôt émotionnel, il va falloir que très vite on se rende compte que ce n'est pas gagné, que ça va être très difficile. Parce que notre petit mendiant, là, comment il peut espérer épouser la fille du sultan? Alors, on va se dire quand même qu'il a quelques forces pour prétendre, il ne faut pas que ce soit complètement insensé, il est malin, il est débrouillard. Hein. Alors là, pour être dans le monde de l'entreprise, peut-être que votre client a une forte réputation, peut-être qu'il a même une belle réputation à l'international. En revanche, on a quand même de quoi douter qu'il arrive à sa mission d'être plus compétitif, ou si on prend Aladin, qu'il arrive à ses fins et d'épouser la princesse. Parce que peut-être que ses process sont trop lourds et trop coûteux. Et en plus de ça, au-delà de ses propres faiblesses, toutes les histoires, le héros va devoir faire face à des difficultés extérieures qui vont se mettre sur son chemin, qui veulent l'empêcher d'atteindre son objectif. Pour Aladin, hein, vous avez Jafar, qui est grand méchant, qu'il faudra un moment terrasser si on veut pouvoir épouser la princesse, mais on va garder quand même ce grand combat, qui est vraiment le combat final pour la fin, et on va d'abord mettre des petits combats, des petites difficultés, hein, tout comme Mario, quand il avance dans un niveau, on va avoir des difficultés de plus en plus fortes. Et bien dans le storytelling, quand on veut montrer les difficultés, eh bien on va aller pareil dans une espèce de montée dramatique. On va partir de la petite difficulté, et puis on va monter, et garder vraiment la plus grosse difficulté pour la fin. Pour l'entreprise, pour votre client, au-delà de ses faiblesses, peut-être qu'il y a une concurrence qui va s'opposer au fait qu'il soit plus compétitif. Ou alors peut-être qu'une conjoncture économique, monétaire, donc il n'y peut rien, lui c'est vraiment à l'extérieur, qui veulent aussi se mettre en travers de sa route et l'empêcher d'être plus compétitif. C'est intéressant de pouvoir définir quelles sont les difficultés auxquelles il va faire face. En revanche, on va peut-être lui expliquer, tout comme un héros, il ne faut pas qu'il se sente seul pour faire face à ces difficultés. Et tous les héros arrivent à leur fin, et c'est pour ça qu'on les suit, non seulement en augmentant ses propres forces, mais aussi en sachant s'appuyer sur les bons alliés, qu'on appelle dans le schéma narratif les adjuvants. Il y a son allié de base, ce petit allié, celui qui est là, qui est ce petit singe qui va l'aider à aller un peu plus loin. Mais alors après, il va avoir un allié de taille qui certainement lui fera faire la différence. Dans le monde de l'entreprise, ces alliés qui peuvent aider à franchir quelques difficultés, c'est peut-être se dire que nous sommes dans un pays où l'énergie est encore bon marché par rapport au reste, même si c'est de moins en moins vrai, que l'environnement politique est plutôt favorable à l'entreprise et au commerce. Et donc ça, c'est pareil, j'y suis pour rien, c'est des gens extérieurs à moi qui peuvent dire ça peut m'aider à franchir certaines difficultés pour atteindre mon objectif. Et ensuite, tout le storytelling, donc quand je parlais d'organiser, consiste à mettre en scène l'arrivée des faiblesses et des difficultés. Donc on va passer de la petite à une plus grosse difficulté. Alors, normalement, quand ça dure un peu longtemps, c'est intéressant de faire ce qu'on appelle une rupture, une pause, pour que les gens se rechargent un peu, parce qu'on n'est pas venu là pour souffrir, comme dirait l'autre. Donc, dans les Disney ou dans les James Bond, vous voyez, il y a toujours une scène de rupture. On a l'impression que ça y est, il est arrivé à ses fins. Donc, le James Bond, c'est, vous savez, la fameuse scène avec la James Bond girl, pot de bête, champagne Apollonis, hein, bien entendu.
Et puis là, pour les Disney, c'est toujours ce moment, ça y est, on a l'impression que c'est ce rêve bleu, tout est parfait. Mais très vite, ce moment d'allégresse va être tout de suite noirci par l'arrivée du plus gros danger, ce qu'on appelle le climax, où là, on met vraiment le client en face de sa plus grosse menace, qui pèse sur son objectif, qui est, si on reprend les termes, devenir plus compétitif. Et à votre avis, qu'est-ce que je vais lui proposer pour l'aider à surmonter cette dernière difficulté, l'aider à gagner ce dernier combat? Je vous laisse me répondre. Utilisez le chat. La solution, eh ben voilà. C'est-à-dire que l'adjuvant principal, là, ça va être le service que je lui propose. Je vais devenir son génie, je vais devenir son Yoda, je vais devenir ce mentor, cette personne qui va lui permettre de dépasser sa dernière difficulté. Je vais lui apporter par ma solution, par mon produit. Donc, vous voyez, j'inverse. Je ne raconte pas mon histoire, je raconte son histoire. Et dans son histoire, moi, je me donne le rôle du bon génie. Mais pour qu'il soit subjugué par cette solution, soit archi convaincu par cette solution, et c'est ça qui est souvent un peu délicat avec le storytelling, il faut que j'ose parler des choses qui ne vont pas. Il faut que j'ose mettre en scène les dangers, les menaces et les difficultés. Il faut que je lui montre quand même que par ses talents, ses forces, il est déjà largement autonome pour faire face et les dépasser. Hein. Tout héros a quand même, il a quand même des forces, et on le voit, il arrive avec ses forces personnelles à franchir la plupart des difficultés. Parce qu'il est malin, parce qu'il a de l'énergie. Alors si on met dans l'entreprise, peut-être parce que ses services sont bien organisés, sa trésorerie, j'en sais rien. En tout cas, il a des éléments qui fait que c'est des éléments de force où il a pu déjà gagner beaucoup de combats. Sauf que là, ce combat-là, ça sera beaucoup plus difficile, il y perdra beaucoup moins de plumes si, tout comme James Bond, il va dans le laboratoire de Q et il utilise les bons gadgets, en tout cas les gadgets que moi je lui propose et qui vont lui permettre de dépasser très facilement cette grosse difficulté. Donc vous voyez là, vraiment c'est un changement de focale, de caméra, plutôt que de mettre la caméra sur moi et de montrer à quel point je suis bon, je suis parfait, je suis beau, mes solutions sont excellentes. Je lui parle de lui, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Quand je vous parlais tout à l'heure des attentes du public qui fait qu'il reste captif. Donc la première, c'est la facilité d'accès, mais la deuxième, c'est parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Il va falloir que très rapidement, je sente que l'interlocuteur que j'ai en face de moi m'a repéré et il me parle de moi, de ma vie, de mes problèmes, de mon univers, de mon environnement, de mon écosystème. Est-ce que ça vous éclaire sur le storytelling? Super. Alors, une fois que j'ai ciblé, j'ai hiérarchisé mes informations, j'ai choisi mon storytelling, mon héros, les difficultés, tout ça, là maintenant, il s'agit de rentrer en production et de construire cette prise de parole, cette présentation commerciale. Bien souvent, quand on parle de produire, il s'agit de travailler sur les outils qui vont me permettre de la rendre effective, cette prise de parole. C'est-à-dire, peut-être pour moi, des notes, un conducteur, la bonne technique pour réussir à me connecter avec mon public, mais surtout, et je l'imagine, que souvent dans vos présentations commerciales, vous allez utiliser pour rendre plus facile d'accès votre discours, comme le faisaient nos ancêtres dans les cavernes, des supports visuels. Et vous allez construire votre slideshow. Est-ce que vous utilisez tous un slideshow pour vos présentations commerciales? Moi, ce n'est pas forcément des slideshows, mais des photos des produits.
Donc, on se base Des là-dessus. produits, oui. Ghislain, vous utilisez des PowerPoint? Oui? Ah, je ne vous entends pas. Des mots de produits en action pour Frédéric. Dans la bière, on utilise surtout la dégustation. Bah, oui, c'est vrai que pour le goût. Alors, par visio, ça va être compliqué, il faudrait trouver. Mais peut-être que, par exemple, pour la brasserie, la façon dont vous brassez la bière, peut-être qu'il y a des choses que vous utilisez qui sont plus visuelles pour montrer votre processus, votre marque, l'histoire de votre marque, etc. En tout cas, le support visuel est quand même très souvent un adjuvant qui permet d'augmenter la facilité de compréhension et surtout le fait de marquer les esprits. C'est-à-dire qu'on marque visuellement, parce qu'on a utilisé les sens. Mais bien sûr, la dégustation, c'est-à-dire que si on a le visuel et en plus on a le goût, plus on rajoute de sens à notre démonstration, à notre communication, plus on augmente la mémorisation. Si on était capable, par exemple, de vous parler d'un produit et qui mette ma démonstration en les 5 sens en action, je multiplie par 32 ma capacité à impacter votre mémoire. Pour ça, vous avez de plus en plus, dans des industries comme l'automobile, des nouveaux types de designers, toujours les designers pour la forme, l'aspect visuel, mais on a des designers olfactifs maintenant dans l'automobile. C'est-à-dire, qu'est-ce que doit sentir la voiture quand on rentre dedans, par rapport à la cible que je veux toucher. Pour ça qu'ils veulent à tout prix nous asseoir dans la voiture pour qu'on ressente et qu'on enregistre l'expérience de la voiture par les odeurs de colle, de cuir, de moquette, de plastique, de neuf. Alors, vous avez tous certainement des odeurs qui vous font voyager 20, 30 ans en arrière. Ah. Et puis vous avez des designers sonores. Quel bruit doit faire la portière quand elle se ferme? On a la capacité de faire disparaître le bruit du moteur, mais est-ce que c'est bien légitime de le faire? Est-ce que ça a du sens? Ou est-ce qu'il faut que ce moteur fasse ce type de ronronnement par rapport à la cible, par rapport au produit? Donc plus vous augmentez le nombre de sens, plus vous marquez les esprits. Donc le slideshow bien utilisé, normalement, il sert à augmenter l'impact mémoriel, la trace mémorielle de votre intervention, à condition qu'il soit visuel, qu'il serve, qu'il ne soit pas dénaturé pour devenir juste un document Word avec toutes les caractéristiques écrites, ou qu'il ne vous serve pas à vous de béquille, de déambulateur, par peur d'arriver, d'être à sec à un moment donné dans votre démonstration, et donc ça ne devienne pas votre prompteur comme Michael Bay. Alors, comment faire un PowerPoint qui marque les esprits? La CICAV, c'est le moyen mémotechnique pour s'en souvenir, donc il faut que ce soit le plus simple possible. Hein, donc, on va le voir, éviter d'avoir des slideshows trop complexes dans sa lecture et trop chargés. Bien entendu, le plus illustré, puisque c'est là pour marquer par la vision les esprits. On va garder le reste pour vous. Le plus contrasté. Pourquoi? Parce que l'œil se lasse très vite. Il se lasse tellement vite qu'on a une application dans le lobe frontal du cerveau qui est très utile, parce que ça nous permet de ne pas être complètement inondé, bombardé d'informations sensorielles H24. C'est cette information, cette appli, elle permet de sélectionner qu'est-ce qui est une information événementielle, accidentelle, qui peut m'être utile à connaître, et qu'est-ce qui est plutôt de l'information qui est de l'ordre de la constance, et ça ne sert à rien d'y allouer de la ressource cognitive pour rien.
Par exemple, le bout de votre nez est dans votre champ de vision. Heureusement que vous avez cette appli dans le cerveau qui vous le fait disparaître. Vous serez constamment avec votre bout de tarin. Tout ce que vous regardez comme paysage, et vous voyez, comme c'est les gens qui mettent leurs doigts sur le doigt pour l'appareil photo, votre parfum le matin, quand vous le mettez, au bout de 30 à 40 secondes, le cerveau a bien compris que ça ne sert à rien de continuer à être informé par cette odeur, puisqu'elle va être là, elle va être là pendant longtemps. Et donc, il vous la fait disparaître. Donc, votre parfum, ou parfois l'odeur corporelle, et on le sent bien, on a tous un collègue qui a une appli frontale qui marche très bien, où il ne se sent plus. Nous, on le sent bien, ça reste événementiel et accidentel, mais lui, il ne se sent plus. Donc, si vous avez des slides qui sont toujours à peu près les mêmes, avec la même architecture, avec la même couleur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça disparaît. Et si vous, devant votre slideshow, vous ne bougez pas, il n'y a pas de geste, votre voix est toujours sur le même ton, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de rupture, ben, c'est pareil, vous disparaissez. Et dites-vous que quand vous essayez de convaincre votre client, votre interlocuteur, vous êtes toujours dans une concurrence médiatique. Il y a toujours une concurrence médiatique. Il y a toujours un téléphone qui va essayer de capter son attention également, ou un mail qui va arriver, ou une pensée qui va essayer de gagner là aussi son attention. Donc, votre job, c'est aussi d'être toujours le média le plus vivant, le plus intéressant, donc le plus contrasté. Et votre slideshow doit répondre aussi à cette exigence. Aéré. Voilà, comme je dis, ça répond aussi au fait d'être simple. On n'est pas obligé d'avoir une slide pour tout. Et puis, les slides sont pas obligés, on n'est pas obligé de remplir 100% de la slide. Vivant. Alors, vivant, c'est deux façons. Déjà, vivant, parce que vous, devant, vous faites le job, c'est-à-dire que vous y allez avec votre engagement, votre densité, votre gestuel, votre engagement corporel et vocal. Et vivant, parce que vous pouvez aussi compter sur le slideshow, sur des vidéos, sur des animations, sur des transitions qui peuvent être aussi animées. Alors l'idée, c'est pas de faire la foire du trône et que ça clignote dans tous les sens, que s'il y a une animation, elle soit pertinente, elle ait un sens. Alors quels sont les grands principes pour se dire, bah tiens, cette slide, elle répond au principe d'un support visuel. Je vais utiliser cette slide-là et vous allez voir, on va commencer par le bas, c'est ce qu'on appelle la checklist visuelle. En gros, vous mettez votre slideshow sur votre ordinateur, vous reculez à peu près de 2 mètres pour vous mettre un peu dans la peau de celui qui va le consommer et vous la regardez. Et vous allez vous poser quelques questions. La première question, est-ce que le parcours naturel de l'œil dans la slide correspond au cheminement logique de mes idées? C'est-à-dire, est-ce que le parcours de l'œil, quand on regarde comme ça, correspond au discours que je vais porter sur l'œil? Est-ce que là, pour vous, ce que je suis en train de vous proposer, c'est confortable pour l'œil? La logique n'est pas respectée, puisque je commence par le bas, avec les choses qui sont plutôt sur la droite, alors qu'on on lit de gauche à droite, donc ça aide pas. Deuxième question, le contraste visuel. Est-ce que dans cette slide, certains éléments se détachent naturellement du reste? Là, oui, il y a cette espèce d'énorme fleur rose qui va attirer mon attention parce qu'elle est en contraste, elle est en rupture par rapport au reste. Maintenant, ça va tout de suite m'amener à la question suivante, qui est la hiérarchie. C'est-à-dire, est-ce que cet élément qui se détache respecte la hiérarchie des idées? Est-ce que ça correspond à ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça porte l'idée la plus forte de la slide? Non. Si ça avait été ça, oui, là on parle de PowerPoint, on parle de slideshow, c'est l'élément qui ressort et en plus ça correspond à l'idée principale de ce que je raconte. Capacité visuelle de votre public. Est-ce que cette slide ressemble plus, quand je la regarde à 2 mètres, à une page Wikipédia ou à une affiche publicitaire? Là, on voit quand même qu'on est quand même beaucoup plus proche de l'encyclopédie Universalis ou d'un règlement intérieur
que d'un objet visuel propre à marquer les esprits. Peut-être que si je rajoute de l'image, je vais avoir quelque chose de plus qui va plus marquer les esprits, parce que l'image va porter le discours. Mais quand même, ça reste assez chargé, ça. Pourquoi? Parce que pourquoi je mets les questions en dessous? C'est plus pour moi que pour vous. Ça devient mon prompteur, parce que je ne veux pas être à sec. Alors peut-être que je pourrais les mettre ailleurs, ces questions, sur un papier, sur une fiche, ou dans les commentaires. Alors on va simplifier, si l'ordinateur veut bien fonctionner. Je me fais encore un coup de Trafalgar. Ça arrive, hein. Je vais me remettre dessus. Décidément. Donc là, vous avez la version très simplifiée. Pour l'instant, il ne peut pas se remettre à nouveau en diaporama. Donc vous voyez, où on a mis que l'essentiel. Je vais essayer d'éteindre tout le reste. Arrêter le diaporama. Voilà, peut-être que là, il va repartir. S'il veut bien. Toi, de ton côté, tu l'as... Je vais faire un maximum de fenêtres. Je le ferme et je rouvre la machine. Donc on va regarder juste après, dès que ça va se relancer, comment on peut partir d'une slide, un document de travail, et d'en faire, au fur et à mesure, un objet de plus en plus visuel. On va se remettre ici. Voilà. Donc vous voyez là, c'est avec l'animation. On peut aller encore même un peu plus loin. Et en disant que si j'ai coché toutes ces 4 cases, eh bien on est OK. C'est la bonne slide, on peut passer à la suivante. Donc voilà, là vous avez le programme de la conférence. Tiens, j'ai un document, j'ai toute mon information. Comment je pars de ça?
et j'en fais un objet visuel. Bah déjà, je vais peut-être sélectionner une image qui va aller dans le sens de l'idée principale de cette slide. Donc là, marquer les esprits en présentation commerciale. J'ai trouvé une image, moi, sur Google, que j'ai détourée. Alors d'abord, vous voyez, j'ai fait, je ne sais pas si d'entre vous font de la photo, mais pour les slides, ça fonctionne aussi de la même façon. C'est la théorie des 3 tiers. Donc, les points les plus marquants pour l'œil de votre interlocuteur, ce sont les croisements de ces lignes. Eh bien, je vais me prendre voilà, la photo de cet enfant qui a l'air très surpris. Donc, a priori, il y a eu un effet de choc. Comme c'est le visuel et je veux que c'est beaucoup plus de place, on va le prendre beaucoup plus de place par rapport au texte. Et vous voyez que sa tête, avec l'émotion, est dans un des points d'intersection des lignes d'intérêt. Maintenant, ça fait quand même très chargé sur le côté. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui doivent pouvoir s'alléger. On va mettre déjà le titre en beaucoup plus gros parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour marquer les esprits. On va commencer à se débarrasser d'un maximum de texte. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir sur la slide, puisque c'est moi qui vais le dire. Et donc, il faut qu'il y ait une bonne synergie entre la slide et ce que je dis. Si tout ce que je dis est écrit sur la slide, ça va vous enlever la propriété du message. Et les gens auront l'impression que vous ne maîtrisez pas votre intervention, que vous ne maîtrisez pas votre message. Vous n'êtes pas l'expert du sujet. Si en revanche votre slide est très imagé et que la plupart des informations sortent directement de vous sans qu'elles soient sur la slide, ah ben là j'ai quelqu'un qui maîtrise parfaitement son sujet. Donc je peux encore alléger tout ça. Vous voyez, là c'est encore trop complet. Là on va faire respecter la logique visuelle. Parce qu'a priori, sur cette slide, les gens la lisent de gauche à droite. Et donc, si je mets de l'écrit, et si je veux pouvoir montrer les points, les uns avec les autres, il faut plus que le cri soit à ma main gauche, plutôt que ce que c'était avant, à ma main droite. Vous voyez, parce que entre ce que je veux vous montrer, les points, eh bien, il y a cet enfant qui va se glisser entre nous. Et donc, pour la gymnastique oculaire de votre public, ça va être moins confortable. Là encore, on peut alléger. On peut commencer à lui faire respecter une certaine charte graphique, peut-être en changeant la couleur de la photo pour que ça respecte votre charte graphique de votre entreprise. Ça, c'est juste des options de PowerPoint. Je n'ai rien utilisé d'autre. Il n'y a pas d'outils spécifiques là-dessus. Même pour découper l'enfant sur la photo, vous avez ça dans PowerPoint. Je ne sais pas si vous êtes plutôt à l'aise avec la chose. Quand vous mettez une image dans votre PowerPoint, dans format de l'image, vous verrez tout à gauche de votre menu en haut, vous avez supprimé l'arrière-plan. Et là, vous pouvez débarrasser l'arrière-plan et n'avoir que l'élément qui vous intéresse dans la photo que vous avez sélectionnée. Encore plus simple. Vous voyez que le reste, sur la conception, la synergie, le langage du corps, bah c'est moi qui le dis. Je vais garder les titres parce que les bullet points, ça permet de donner la logique du discours à mon interlocuteur. Mais là encore, de tout proposer à l'œil. L'œil est curieux de votre interlocuteur. Donc si je propose tout, parce que moi je suis en train de vous parler de la conception des supports, mais que vous êtes en train de vous focaliser sur le langage du corps ou sur l'expression orale. Et donc on va avoir une espèce de dissonance entre votre intérêt et moi, le sujet que je suis en train d'élaborer. Donc on va faire plutôt d'utiliser de l'animation. On va faire arriver les points les uns. Alors d'abord la conception, ensuite la synergie, après le langage du corps, bien entendu, l'expression orale. On peut même après lui rajouter peut-être un élément visuel pour montrer la montée en compétences. Là, quand vous utilisez un peu les flèches, ça veut dire que là, il y a de l'énergie. Là, c'est plus en douceur, vous voyez, avec quelque chose d'arrondi. Et donc là, vous avez quelque chose qui marque beaucoup plus les esprits, qui permet d'être comme un papier peint derrière moi, et vous focalisez beaucoup plus sur l'individu, puisque c'est sur lui que l'effet empathique est en train de se faire. Les lois de Miller.
tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas quelqu'un qui l'a décrété comme ça, ça répond à des lois d'optique, les lois de Miller, la personne qui les a définies, et ces lois, ce sont celles qui régissent les panneaux de signalisation que vous avez sur les autoroutes ou sur les routes. C'est ce qui fait la différence entre un objet qu'on va lire ou un objet qu'on va regarder. Pour que ça reste un objet qu'on va regarder, comme ça doit être un panneau, parce que imaginez un panneau qu'on doit lire quand on est à 140 sur l'autoroute, ça va poser un petit problème. Eh bien, il faut que cet élément visuel contienne pas plus de 7, plus ou moins 7 items. Vous voyez, on arrive très vite au bout du compte. D'ailleurs, c'est pour ça que sur les échangeurs autoroutiers, comme la photo vous le montre ici, quand vous n'avez pas un seul panneau avec toutes les directions, vous avez un patchwork de panneaux pour que chaque panneau respecte cette capacité maximale de 7 items, en sachant que la couleur du panneau est déjà un item. Vous voyez, on arrive vite au maximum. Donc, quand vous regardez votre slide, pas plus de 7 items. Donc là, j'avais 4 bullet points, donc ça fait 4 items. Le gamin, ça me fait 5 items. Le titre, 6 items. Et la flèche, 7 items. Je reste dans les clous. Ça reste un objet que je n'ai pas besoin de décrypter. En un seul coup d'œil, j'ai l'information. Vous voyez, là, je pourrais vous le dire de manière plus simple, parce que là, il y a trop d'items dans cette slide. Je pourrais continuer à parler du champ visuel que vous avez sur la route et de se dire qu'il faut pas plus de 7 items pour que votre slide reste visuelle et qu'elle marque les esprits alors que vous êtes en train de parler et d'expliquer. Maintenant, je vais m'intéresser plutôt à vous, plutôt qu'à vos slides. Comme on l'a vu tout à l'heure avec notre cher Michael Bay. Michael Bay, sa grosse problématique, qui fait qu'il n'a pas réussi à être convaincant, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire ce jour-là. Et pourtant, des choses qu'il sait faire, c'est qu'il a mal géré son énergie. Il a mal géré le stress lié à cette volonté de performer, cette volonté de bien faire. Je ne sais pas si vous êtes dans certaines présentations commerciales, parfois sujet à un peu de trac. N'hésitez pas à me témoigner s'il y a des contextes dans vos présentations qui sont pour vous plus stressantes que d'autres. Oui, bien sûr, pour Marie. Frédéric, oui. Alors là, de formation à la base, moi, avant, plutôt de la lassitude, Boris, eh bien vous verrez que ça va répondre. Parce que là, si vous commencez à modifier votre façon de faire, si vous commencez à taper sur le storytelling avec de nouveaux slides, comme c'est nouveau, vous verrez que ça risque de générer de l'énergie, parce que l'inconnu ou le nouveau, souvent, est très générateur de stress. Avant d'être consultant en technique de communication et responsable pédagogique de personnalité, j'étais moi-même enjeu public et objection, bien sûr. À un moment donné, on a peur des réactions du public, des objections, des questions un peu tordues qui pourraient arriver, des réactions, parfois même des réactions physiques, hein, un regard un peu de travers ou quelqu'un qui nous donne l'impression de s'ennuyer. Et parfois, souvent, en plus, on fantasme. Tu vas me dire, tiens, Joachim, il a les bras croisés, ça y est, il en a marre. Je suis en train de l'embêter, il se lâche, ça va générer chez moi du stress. Mais non, maintenant il sourit, donc ça me rassure. Oui, on peut vite surinterpréter quand on est stressé le comportement de son interlocuteur. Avant d'être formateur, moi j'ai été formé comme comédien. Et comédien, c'est vraiment le métier où on nous apprend à performer en étant posé sur un animal qu'à la trouille. Et que ça ne se voit pas. Voilà. Alors comment on arrive à faire cette chose-là? Alors certains prennent des produits, je le déconseille, ou alors des bonnes bières, ou un bon champagne, ou un bon vin, un bon crément, pour reprendre, parce que je pense que certains d'entre vous sont dans ces domaines-là. Les comédiens apprennent à gérer ce stress qui peut être très fort un soir de première, par exemple, quand vous avez 700 personnes qui ont payé leur place, et vous dites, tout ça repose juste sur mes épaules, c'est que cette énergie, vous ne pouvez pas lutter contre.
vous ne pouvez pas espérer qu'un jour, vous ferez quelque chose de performant sans rien ressentir. Ou est-ce qu'il existe des choses pour empêcher d'avoir le cœur qui tape, empêcher d'avoir le souffle court, empêcher d'avoir des changements de température, des tremblements? C'est absolument normal. Là, si vous voulez, si certains d'entre vous pratiquent du sport, quand vous pratiquez du sport, quand vous faites un effort physique, eh bien, vous verrez que vous allez retrouver exactement les mêmes symptômes. Le cœur qui va se mettre à taper plus fort, la respiration qui va être plus forte, plus courte, des changements de couleur, des montées de sang dans le visage, des tremblements. Et quand vous êtes dans cet état-là et vous faites un footing, vous effondrez pas par terre en disant mais quelle honte, c'est horrible, pourquoi je suis dans cet état-là, tout va foirer, à condition de respecter un peu votre confort, c'est-à-dire que ça tape, mais que vous ne passiez pas à 180 pulsations par minute. Quand vous connaissez, vous savez rester dans un effort physique qui est gérable, et vous êtes d'ailleurs souvent très fier d'avoir eu le cœur qui s'est mis à taper comme ça, vous vous êtes mis à transpirer, vous le vivez très bien. Qu'est-ce qui fait que lors d'une présentation commerciale, je vais me retrouver exactement avec les mêmes symptômes et d'un seul coup, je le vis mal. Et j'ai envie de le cacher, j'ai envie de le planquer. Ouais, j'ai l'impression que c'est des signes avant-coureurs d'un échec annoncé. Tout simplement parce que votre formatage scolaire, culturel, vous a laissé croire que la prise de parole était avant tout une discipline intellectuelle et que le corps n'avait rien à faire dans le système. Eh bien, la base du souci vient de là. La prise de parole, c'est une activité, tout comme le footing, tout comme monter les escaliers 4x4, qui est profondément physique et sensorielle. Et d'ailleurs, quand ça ne l'est plus, eh bien, c'est là où je rejoins Boris, ça devient, on se lasse. On se lasse, nous, en le faisant, et on lasse les autres qui nous écoutent. Il faut que ça reste un exercice physique et sensoriel. Qu'il n'y a pas d'enjeu, ça me permet de rester dans... Alors, oui, mais si vous avez, Boris, la bonne méthode pour gérer cette énergie, vous verrez que quand elle disparaît, cette énergie, vous allez la regretter. D'ailleurs, souvent, les comédiens, la chose qu'ils regrettent le plus dans leur carrière, c'est la scène. Parce que ce qu'ils regrettent le plus, c'est cette énergie. Cette énergie, pas qu'ils nous mettaient par terre, cette énergie qu'on arrivait à dompter. Alors comment on dompte cette énergie? Et comment on en fait vraiment un carburant pour justement être encore plus fort que d'habitude? Être soi, mais soit en plus fort, en plus large, en plus impactant, en plus vivant. Eh bien, c'est en utilisant l'énergie dans les bonnes interfaces et de la bonne façon. Ce que certains appellent le stress ou le trac, ce n'est que de l'énergie. Les emmerdes commencent quand on essaye de l'empêcher de s'exprimer, cette énergie. Donc votre salut, dès lors que vous commencez à sentir du stress, n'est absolument pas de vous refermer ou d'essayer de vous contrôler, d'essayer de contrôler vos mains, de prendre un stylo, une feuille, quelque chose, des choses qui vont vous empêcher de bouger. Cette énergie, vous allez bien la vivre à condition que vous allez la cramer. Exactement comme quand vous faites du footing. D'ailleurs, on voit des gens qui font des footings, là, moi je suis en région parisienne, on voit des gens qui font du footing en pleine ville, quand ils se retrouvent, après un quart d'heure et que le corps est en train de produire de l'énergie, ils se retrouvent face à un feu rouge, obligés de rester sur place, pour continuer à bien vivre et pas avoir le sentiment de s'étouffer, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à courir sur place pour continuer à cramer l'énergie qu'ils produisent. Donc, il faut, pour vous sentir bien, utiliser l'énergie que vous produisez et d'ailleurs remercier le ciel que ce jour-là, vous aviez plus d'énergie que la veille, lors de votre présentation commerciale. Oui, Frédéric, vous voulez dire quelque chose ou c'était juste pour vous gratter la tête? C'est le côté chimpanzé que j'expliquais tout à l'heure, ça. Oui, Joachim. Ah, votre micro est coupé, Joachim. Oui, excusez-moi. Oui, donc je voulais savoir, donc, pour cramer cette énergie quand on fait du footing, ça va bien.
On peut se dépenser, on peut lever les bras, on peut faire des extensions, etc. Mais quand on Oui. est face à face d'un client, on ne va pas faire courir sur place, lever les genoux, lever les bras, bon, faire des extensions. Et il va Exactement. dire, Alors, monsieur, il faut je- arrêter la drogue. hein, vous êtes d'accord, je ne vous ai pas payé, parce que c'est exactement ce qu'on va voir là maintenant. Vous me tendez la perche pour me faire une belle transition. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est dans une discipline qui est celle-ci et pourquoi pas pour d'avoir Frédéric le dit. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour cramer cette énergie? Il y a deux temps. Il y a avant, parce que parfois le stress commence à monter un peu avant. Parfois, on peut même se réveiller en pleine nuit en disant « Oh là !» avec le cœur qui se met à taper. Si tu vends du fitness, enfin, voilà, exactement, pour faire la démonstration. Mais cramer les comédiens, par exemple, si un jour vous avez l'occasion de vous glisser en coulisses avant, et vous verrez des comédiens qui ont l'impression qu'ils sont en train de se faire poursuivre par des essaims d'abeilles, ils sautent dans tous les sens, ils font des exercices d'extension, ils font des exercices d'articulation, ils vocalisent, ils font des sauts de chat, ils font du yoga. En tout cas, ils ne se mettent pas immobiles. Dans les moments d'attente, ils crament le trop-plein d'énergie. Allez donc, vous arrivez à votre rendez-vous, eh bien, on va y aller en accélérant la marche, en montant les escaliers plutôt qu'en prenant l'ascenseur, en commençant à cramer déjà du surplus d'énergie qu'on produit. Dès que vous commencez déjà à croiser quelqu'un, parlez-lui un peu plus fort, articulez davantage, parce que plus vous articulez, plus vous êtes dans le détail, plus vous allez cramer d'énergie. Un autre point qui va vous aider en amont de votre prise de parole à gérer l'énergie, là, tout à l'heure, je vous parlais du chimpanzé au début. Vous savez comment font les chimpanzés pour entretenir la cohésion du groupe? Pour se dire, tiens, j'ai un autre chimpanzé à côté de moi, mais je le vis comme un proche, il ne me fait pas peur, je ne le considère pas comme une menace. Ils utilisent des séances dépouillées. Ça, c'est les bonobos, Frédéric. Ils utilisent les séances dépouillage. C'est-à-dire, hein, vous savez, on enlève les parasites. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vient toucher le cuir. Et quand on touche le cuir, on génère une hormone, génère des hormones, nous gérons la même hormone, qui est l'ocytocine, qui est l'hormone du lien social. C'est celle qui nous manque quand on a la trouille. D'ailleurs, quand on est gamin, dès qu'on a la trouille, quand on est gamin, qu'est-ce qu'on fait? On va se blottir dans les jupons de sa mère ou dans les jambes de son père. Et nous, quand on est un père ou une mère et qu'on veut rassurer un gamin qui a peur ou qui s'est fait mal, qu'est-ce qu'on lui fait? Eh bien, on l'épouille, on va lui passer la main dans les cheveux. Le plus grand médoc pour les gamins, c'est on va lui frotter le bobo avec sa main. C'est le toucher du peau à peau qui va générer de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est un analgésique naturel qui nous permet de bien vivre l'émotion, le stress ou la peur, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est pas pour rien que dans la majorité des cultures sur la planète, la façon de se saluer consiste à se toucher la peau quelque part. On se touche la main, les joues, le front. Même dans les cultures où on est complètement couvert de la tête aux pieds pour se cacher soit du soleil ou soit du froid, chez les Inuits ou chez les Bédouins en Arabie Saoudite, eh bien, pour se toucher la peau, où est-ce qu'on va toucher la peau? Où est-ce qu'elle est encore accessible? Le bout du nez, pour déclencher l'ocytocine. Donc, alors, je sais qu'en ce moment, on est un peu privé de ça, mais n'hésitez pas à serrer un maximum de mains. N'hésitez pas à serrer un maximum de mains avant vos présentations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on est stressé, plus on a envie de se toucher nos propres mains. Parce que vous avez cette envie d'aller vous chercher de l'ocytocine tout seul. L'ocytocine qui fonctionne mieux, c'est quand même celle qu'on va chercher chez les autres. C'est exactement Ghislaine. Ghislain, pas Ghislaine. J'ai regardé rapidement. Donc, Ghislain, oui, pas de souci. Donc, le toucher. Alors, dire, on ne peut quand même pas non plus tripoter pendant un quart d'heure son client. Alors après, je ne sais pas dans quel secteur vous travaillez tous, mais bon, on ne peut pas se dire,
On va tous se tripoter pendant un quart d'heure, on va laisser pouiller, on va se passer la main dans les cheveux. Les gens pourraient dire, putain, ils sont originaux, dis donc, chez ces gens-là. Beaucoup de gestes primitifs chez l'être humain ont été remplacés par l'équivalent verbal. La poignée de main est devenue « bonjour ». Comment allez-vous? Les séances d'épouillage que font les singes quand ils se rencontrent a été remplacée, c'est les anthropologues qui appellent ça comme ça, les Anglais appellent ça les small talks, les anthropologues appellent ça les conversations d'épouillage. C'est-à-dire, avant de faire sa présentation, quels sont ces petits sujets qu'on va mettre sur la table et qui vont nous permettre de briser la glace et qui vont générer concrètement de l'ocytocine chez l'un comme chez l'autre. C'est ce qu'on a eu. On a eu du mal. Exactement, la météo. Le chemin qu'on a pour venir ici, la tête du bâtiment, ce qu'on a pu rencontrer, une bonne table dans laquelle on a mangé juste avant dans la région. Alors, vous allez dire, on a besoin d'un consultant pour ça. Sauf que, ce que je peux vous donner comme tips, méfiez-vous de l'improvisation pour ce type de sujet. Souvent, on bosse beaucoup sa presse commerciale, son argumentaire commercial. Et on se dit, le reste, on le verra. Sauf qu'on n'est pas toujours en forme, on ne trouve pas toujours l'inspiration. Parfois, on a quelqu'un qui est un peu introverti en face de nous et qui ne nous aide pas. C'est pas mal d'avoir quand même sous le coude, préparé, et parfois d'une manière adaptée à ma cible, quelques sujets de conversation d'épouillage qui vont me permettre, avant de déclencher mon pitch, d'établir le lien et d'avoir ce déclenchement d'ocytocine. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en amont pour bien gérer l'événement et le stress lié à l'événement. Maintenant, quand vous êtes dedans, effectivement, quand vous êtes dedans, là, vous n'allez pas faire du yoga, vous n'allez pas sauter sur place, on va dire, quand même un peu bizarre. Déjà, il tripote avant, et puis après, il se met à sauter sur place. Définitivement, ces gens sont très bizarres. Non, qu'est-ce que vous pouvez bouger et qui va venir servir votre objectif commercial? 1. Vos mains. La conviction, c'est une émotion. La langue et les mains, effectivement, et même les mâchoires. La conviction, c'est une émotion. Et l'émotion, l'authenticité d'une émotion, on la juge, vos interlocuteurs la jugent à votre capacité à dire les choses avec le corps, à les mimer. On mettra toujours en doute vos mots, parce qu'on se dit c'est un professionnel, il a appris son argumentaire par cœur. Il me dit ce qu'il faut dire. En revanche, l'authenticité de quelqu'un, et ça fait partie aussi des attentes que j'attendais de vous au début, si la technique nous avait laissé la possibilité de faire cette enquête, l'authenticité est quelque chose qui est très attendu. Et l'authenticité, elle ne se mesure pas à votre capacité à dire les choses. Votre authenticité, elle se mesure entre l'alignement entre ce que je vois et ce que j'entends. Et donc, si vous voulez montrer que vous êtes vous-même convaincu de ce que vous dites, de la solution que vous proposez, des bienfaits de la solution que vous proposez, il faut que les mots ne soient pas les seuls à le porter. Il faut que votre corps soit capable de le porter. Et donc, le corps, c'est les mains. Donc, on va ouvrir les mains. Je peux vous assurer que lorsque vous commencez à véritablement utiliser votre gestuelle pour faire passer les informations, non seulement vous marquez les esprits, parce que votre premier PowerPoint, c'est celui-ci, hein, mais en plus de ça, vous cramez beaucoup d'énergie et beaucoup plus que si vous passez votre temps à essayer de les empêcher de bouger. Alors, un tip, votre gestuelle, quand vous êtes dans ce type d'exercice, va vouloir être symétrique. Pourquoi? Pour essayer de récupérer une sensation d'équilibre, une sensation de stabilité. Ce sera une stabilité physique, mais qui doit, on espère, une stabilité aussi intellectuelle. Donc vous allez avoir une gestuelle très symétrique. Très attention à cette gestuelle symétrique parce qu'elle finit toujours par s'étouffer. C'est tellement symétrique, les mains sont tellement en mode miroir que très fréquemment et très rapidement, elles se retrouvent proches l'une de l'autre. Et comme vous avez une folle envie d'ocytocine, dès qu'elles sont proches l'une de l'autre, elles ont beaucoup de mal après à se séparer. Et vous allez avoir une gestuelle qui est celle un peu de Donald Trump, qui consiste à ouvrir et à fermer. Bonjour,
Merci de me donner un peu de temps d'écoute, mais est-ce que travailler sa présentation selon des guides que vous posez, entre autres, ne diminue pas l'authenticité? C'était ça la fin de la... C'était l'authenticité? Alors, je finis sur cette gestuelle et j'arrive à vous tout de suite, Boris, sur justement la problématique entre la puissance et l'authenticité, entre la facilité d'accès et l'authenticité, parce que ça, c'est vraiment une vraie question. Alors, si vous voulez que votre gestuelle bouge et que ce soit la vôtre, pas celle d'un autre, donc ça répond en partie à votre question, Boris, que ce soit votre gestuelle la plus authentique, il faut une gestuelle asymétrique. Prenez une de vos mains et mettez-la en off. Si vous êtes droitier, préférez laisser votre main droite en mode libre, puisque c'est avec celle-ci que vous avez la possibilité de vous sentir beaucoup plus agile et plus efficace. Et mettez votre main gauche soit dans la poche, soit sur la hanche, soit sur une table si vous êtes assis, si vous faites votre présentation en visio par exemple, et laissez votre main agile en déséquilibre ou en équilibre instable. Et vous verrez que toute l'énergie va être invitée à partir là-dedans et elle va bouger sans que vous le donnez un ordre. Autrement, là, effectivement, ça va être quelque chose de très mécanique, ça va sentir le préfabriqué, on va voir les ficelles derrière, et ça va vraiment sacrément amocher votre authenticité. Si vous êtes avec votre PowerPoint, eh bien, vous utilisez plutôt la main gauche pour montrer les choses. C'est une bonne façon de rendre asymétrique votre gestuelle. Par exemple, le premier geste pour dire bonjour à tous, merci de me laisser cette possibilité de vous expliquer comment, chez Personnalité, nous faisons pour augmenter un 1. Vous voyez que si je le fais avec deux mains, bah, soit je vais faire sur le côté, je vais jouer de mon accordéon, et ça sera moins engageant pour vous. Ou alors je fais ça, mais alors là, il faut l'assumer, celui-ci. Hein. Bonjour à tous, merci. Là, il faut vraiment avoir une salle qui est chauffée à blanc et qui vous attend, qui crie votre nom. Ghislain, Ghislain, depuis un quart d'heure. Autrement, non. En revanche, celle-ci, de manière beaucoup plus naturelle. Bonjour, merci d'abord de m'accueillir. Alors, deux choses, et puis vous voyez, ça part très facilement, et il faut que ce soit votre gestuelle. En fait, la problématique, pour répondre à la question de Boris, qui était est-ce que si on écoute et on fait tout ce que je suis en train de vous dire, vous n'allez pas vous retrouver un peu robotique et donc abîmer l'authenticité. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est la façon dont vous devez vous positionner pour que votre énergie vous mette en mouvement de la manière la plus naturelle possible. Et si vous ne mettez pas ça en place, c'est là que vous n'allez pas être authentique. Parce que votre obsession sera le contrôle. Vous voulez tellement contrôler l'image de vous que vous allez projeter votre image visuelle et sonore. Parce que vous vous dites, l'autre est en train d'enregistrer tout ça et je veux laisser quelque chose dont j'ai l'impression d'avoir été aux manettes. Et c'est là où on rentre sous contrôle et c'est là où on se retrouve avec une version de soi qui est une version bien grise, bien sous contrôle, et où votre personnalité, votre singularité, votre accent, ce que vous êtes, n'a quasiment pas de chance de passer au premier plan. Alors que si vous êtes sur quelque chose qui est beaucoup plus asymétrique, si vous vous dites, ma première information, ça va être un geste. Donc, en gros, c'est de proposer à votre corps de se jeter dès le début dans le déséquilibre, par le geste, par la posture. C'est-à-dire que ce geste-là ne doit pas être votre seul mouvement. Il doit même engager l'ensemble du corps. Alors, soit par un déplacement vers l'autre, soit juste avec le haut du corps. D'ailleurs, quand vous serrez la main à quelqu'un, ça c'est un bon exemple à avoir en tête. C'est ce qu'il faut faire avec le corps. Imaginez que vous allez serrer la main à la personne à qui vous allez adresser les premiers mots. Donc vous le regardez dans les yeux, vous lui tendez la main comme si vous lui serriez la main, vous avancez vers lui, et là, vous allez vous mettre dans un déséquilibre qui fait que votre personnalité va se mettre en mouvement et elle va pouvoir exister avec toute sa couleur,
toute sa singularité, son accent, son rythme, sa spécificité. Donc, on ouvre le geste asymétrique, on utilise aussi le haut du corps, on avance, on s'engage physiquement dedans. Et donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut faire même en visio. Alors, le regard, bien entendu, on regarde plutôt son interlocuteur que ses slides, mais là, ça ne sert à rien de vous répéter. Peut-être que la seule chose que je pourrais vous donner comme information, c'est comment vous faites quand il y a plusieurs interlocuteurs. Comment je pose mon regard. Parce que là, si vous regardez toujours la même personne, ben les autres vont se décrocher. Et si vous vous dites, ben, je vais essayer de regarder tout le monde, ben, ce que vous allez faire, c'est que vous allez balayer, mais que votre regard va regarder véritablement personne. Un regard va être perçu par votre interlocuteur comme étant vraiment braqué sur lui qu'au bout de 2 ou 3 secondes. Ce qui veut dire que quand vous avez en face de vous 4, 5, 10, 20 personnes, la bonne façon de gérer la connexion avec le regard, c'est d'enchaîner des entretiens individuels. C'est-à-dire que vous restez 2 à 3 secondes sur chaque personne. Alors, si j'ai quelqu'un qui est ici, pendant 2 à 3 secondes, je vais être sur cette personne. Et puis après, ben, je vais aller sur celle-ci. Et pendant 2 ou 3 secondes, je serai juste sur celle-ci, je vous dirai les autres. Et puis après, je vais passer sur celle-là. Et là, pareil, pendant 2 ou 3 secondes, jusqu'à ce que je l'anime, jusqu'à ce que je l'allume, jusqu'à ce qu'il me renvoie quelque chose, je vais rester sur lui. Et je vais enchaîner comme ça les entretiens individuels. Alors, c'est pour ça que quand vous avez 10 personnes, il n'y a aucun problème, vous allez chercher tout le monde. Souvent, ce qui nous fait balayer, c'est que quand vous mettez votre regard sur quelqu'un et qu'il vous renvoie quelque chose qui est illisible pour vous, vous ne savez pas comment il vous reçoit. Vous n'arrivez pas à comprendre s'il aime ce que vous dites, s'il n'aime pas, s'il vous trouve nul, s'il vous trouve bon. Eh bien, ce regard-là, qui est illisible, il fait très peur. Et donc, on a du mal, nous, à rester dessus. Ce qui fait qu'on va faire des espèces de sauts de puce, passer de l'un à l'autre. Et on ne va jamais réellement allumer, activer chacun des interlocuteurs. Donc, il faut se forcer au début à rester en lien. Et vous verrez que si vous restez en lien sur cette personne pendant 2, 3 secondes, que vous lui adressez votre regard, votre geste, votre posture, eh bien, au bout de 2 ou 3 secondes, vous allez voir que son visage va forcément vous renvoyer la monnaie de votre pièce. Par un sourire, exactement. Par le sourire, on va également montrer que je le regarde, que je m'avance vers lui, que ça s'adresse à lui, mais ce n'est pas pour lui taper sur la gueule. Ce n'est pas pour te bouffer, ce n'est pas pour te sauter à la gorge, bien au contraire, c'est pour t'offrir quelque chose. D'ailleurs, essayez de vous approcher une fois de quelqu'un pour lui serrer la main en le regardant, en faisant un geste bien haut et en avançant vers lui, sans sourire, vous verrez, il va peut-être avoir envie de reculer. Non, j'arrive, je viens au contact, mais t'inquiète pas, ça ne va pas faire mal. Hein, c'est ça le sourire, hein, il sert à ça. Inspirer. Pour bien gérer l'énergie, bien entendu, il faut prendre le souffle nécessaire. Donc, il faut se laisser le temps de respirer. Donc, ça veut dire pour respirer, il faut se taire. En plus de ça, si vous voulez que vos interlocuteurs réagissent, il faut que régulièrement, vous la boucliez. Il faut que régulièrement, vous lâchiez le bouton du talkie-walkie. Votre public n'existe que lorsque vous vous taisez. Autrement, si vous parlez tout le temps, c'est que vous les considérez comme des canards qu'il faut gaver, comme de simples réceptacles, et pas de personnes dont la vie nous intéresse, dont les questions nous intéressent. Et bien entendu, comme le disait Marie, ah oui, alors accepter le silence. Marie me pose la question sur accepter le silence. Souvent, c'est pas facile. Effectivement, le silence, souvent, ça c'est notre formatage au scolaire, ça nous donne un peu le vertige. Parce qu'on a souvent l'impression que dès qu'on fait mettre corbeau sur un arbre, on va se retrouver 0 à ta place. Si tu avais bien su ta leçon, tu n'aurais pas besoin de silence. Hein, tout sera, c'est vraiment du formatage. Il faut réapprendre
le silence. Alors, comment on fait pour réapprendre le silence? Parce que c'est facile à dire. Plutôt que de se dire, je vais assumer les moments de silence parce que dans les moments où j'ai besoin de réfléchir, ça ne marche pas. Il faut que vous mettiez des silences dans des moments où vous n'en avez pas besoin. C'est comme ça que vous allez commencer à retravailler, à réhabituer la mémoire du corps, à accepter ces moments de vide. Par exemple, c'est un bonjour à tous. Vous allez dire bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Ça, quand je dis bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir, je sais que ça va arriver derrière. Normalement, je n'ai pas besoin de silence. Eh bien, c'est là où il faut mettre un silence. Et c'est là où ça sera facile pour moi. Et c'est comme ça que je vais redresser un peu l'animal. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Vous voyez, c'est là où je place le silence. Il est très facile pour moi parce que je n'ai pas de peur. Je sais ce qui arrive derrière. Voilà, les comédiens, la première chose qu'on nous apprend dans les cours, c'est vraiment de mettre les blancs. Parce que c'est ce qui fait la différence. C'est la rupture. Et là encore, il faut la dissocier du besoin d'information. Donc, ouvrir, avancer, regarder, inspirer, sourire, et c'est comme ça que vous allez utiliser au mieux votre énergie et surtout avoir un comportement avec de l'intensité. Parce que pour marquer les esprits, il ne suffit pas d'avoir un bon argumentaire, il ne suffit pas d'avoir un bon slideshow, il faut avoir une vraie intensité. Il faut marquer les esprits par votre présence. Autre élément avant de vous laisser la main, puisqu'il est déjà moins quart, et je voudrais vraiment que vous me posiez toutes les questions que vous n'avez pas encore osé poser. La main, si vous la laissez libre, si elle se remet à bouger comme elle doit bouger, c'est le chef d'orchestre. J'ai fait du doublage, moi, dans une partie de ma carrière. Vous savez, on donne sa voix à des comédiens étrangers pour des séries ou des films. Dans un studio de doublage, vous avez une barre comme au tribunal, on est debout. On n'est pas assis, on est debout, avec le micro à bonne distance. Alors souvent, c'est très technique, on a peur, on s'agrippe à la barre pour regarder ce qu'on doit lire et le dire au bon moment. Et là, on se fait tout de suite taper sur les doigts par le directeur artistique du plateau. Il fait « Lâche la barre !» Pourquoi? Parce que si je ne lâche pas la barre, ça va être propre, je vais être dans les labiales, mais il n'y aura aucune vie, animation dans la voix. Parce que l'animation, c'est la main et c'est le corps qui la donne. C'est le chef d'orchestre. Si votre gestuelle est dans vos poches, en mode, on peut passer en mode plein écran, ce soit ce qu'on appelle le curé, la poule, le nudiste, le fusillé, les mains dans les poches un peu plus à l'italienne, eh bien le chef d'orchestre, là, il est en grève. Et bien, vous risquez d'avoir une image sonore toute plate. Dès que vous remettez les choses en vie, en mouvement, eh bien, votre voix va commencer là aussi à moduler. Et donc ça, c'est encore beaucoup plus vrai lorsque vous faites des rendez-vous via la visio. Si vous êtes positionné derrière votre ordinateur, comme lorsque vous travaillez, avec la même distance, avec les mains posées, les deux coudes sur le bureau, vous verrez que vous n'aurez aucun geste. Et alors votre image, déjà votre image visuelle, elle est plus qu'en 2 dimensions, elle est quand même moins efficace qu'en vrai, et alors votre image sonore va être ultra plate. Alors, il n'y a quasiment aucune chance de convaincre par l'émotion. Ça, je ne vais pas passer là-dessus. Alors, avant de vous montrer j'aurais maintenant consacré le temps qui nous reste aux questions, peut-être des choses plus personnelles sur vos expériences de présentation commerciale, des choses que vous voudriez que peut-être des tips supplémentaires, des conseils. Marie, Frédéric, Ghislain, une question? J'ai pas de question. Une présentation com et un pitch
J'ai pas vu la suite, c'était quoi de l'intervention? Ghislain, je n'ai pas compris la phrase. Vous m'entendez là? Alors, la différence entre la présentation commerciale et le pitch, c'est Oui. l'agilité. Normalement, le pitch, c'est un type d'organisation, de structure de l'information qui vous permet d'avoir votre argumentaire sous la forme la plus condensée possible et que vous allez pouvoir décrocher, parce que pitch, c'est ça, tout pitch, c'est jeter. Vous allez pouvoir jeter votre argumentaire au moment où ça vous paraît le plus propice dans une conversation par rapport à une question. Et puis surtout, adapter très nettement la durée de l'argumentaire par rapport à votre cible, à l'environnement, à l'intérêt de votre interlocuteur. Souvent, ce qu'on appelle l'élévateur pitch, hein, ça vient de là, c'est-à-dire ça devient ces scénaristes qui devaient convaincre des producteurs de mettre du pognon sur leur scénario. Et donc, pour pouvoir les rencontrer, ils ne pouvaient pas avoir des rendez-vous, ils essayaient de se glisser dans un ascenseur avec le producteur. Et il fallait qu'en gros, en un étage, 4 secondes, 5 secondes, je sois en capacité de lui dire très clairement quelle est l'histoire, le sujet, la différence de mon scénario. Maintenant, si j'ai 2 ou 3 étages, je ne vais pas me contenter de 4 ou 5 secondes. À partir de la même structure, je vais réussir à développer davantage. Et plus j'ai d'étages, et plus je peux développer. Mais je ne me retrouve pas frustré ou handicapé si je n'ai qu'un seul étage. C'est ça le pitch. La présentation commerciale, en revanche, c'est plus formaté. Je sais que j'ai une demi-heure. Pendant une demi-heure, je déroule, et mon argumentaire est fait pour une demi-heure, et à la fin, j'ai prévu un quart d'heure, je peux répondre aux questions. Justement, les questions. Alors là, on termine par le jeu de questions-réponses. Il y a 3 pièges. 3 pièges dans lesquels il ne faut pas tomber dans le jeu de questions-réponses. Premier piège, c'est que vous n'êtes pas là pour dialoguer si vous avez plus de monde. Vous avez 4 ou 5 personnes, vous n'êtes pas là pour répondre à la personne qui a posé la question. Vous êtes là pour répondre à la question qui n'appartient pas au questionneur, mais qui doit intéresser l'ensemble de l'assemblée. Alors, combien de temps par slide? Là, il n'y a pas de règle du tout pour répondre à ça. Vous pouvez faire 1 heure sur une slide, comme vous pouvez. Ça, c'est juste votre décision à vous. En revanche, la question, c'est plutôt de se dire, est-ce que j'ai besoin d'une slide pour tout? Qu'est-ce qui va nécessiter une slide? Parfois, vous êtes très largement autosuffisant. Donc, je reviens sur mes 3 pièges. Vous n'êtes pas là pour répondre à la personne qui vous a posé la question. Vous prenez cette question et vous en faites un sujet pour tout le monde. Donc, en gros, concrètement, dans les faits, c'est quoi? C'est-à-dire que, disons que là, c'est la caméra là, qui me pose la question, en disant, bah, tiens, c'est combien de temps par slide? Et là, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Écoutez, la question devrait se poser autrement. Pas vraiment quel temps par slide, mais quel temps j'ai pour arriver jusqu'au bout de mon idée, pour pouvoir convaincre. La slide doit s'adapter à vous, et ce n'est pas l'inverse. Et vous voyez, j'en fais un sujet pour tout le monde. Ça, c'est très intéressant parce que parfois, dans la salle, vous avez des gens qui sont moins positifs, moins constructifs que d'autres. Et donc, si vous commencez à accepter de dialoguer avec eux, il va y avoir une espèce de match, de combat qui va se faire avec eux, et vous allez oublier complètement les autres, qui vont juste, comme à Roland-Garros, regarder passer la balle, et parfois compter les points, et c'est rarement en votre faveur parce que vous n'avez pas le droit d'en coller une. Donc, je prends la question et j'en fais un objet collectif. Deuxième piège, le deuxième piège, c'est de se précipiter pour répondre. Alors pourquoi c'est un piège? Parce que souvent, en se précipitant, d'ailleurs, on répond à la personne qui a posé la question, et donc on oublie les autres. Et deuxièmement, quand on se précipite, on ne tire pas le meilleur de la question qui a été posée. C'est-à-dire qu'on va se contenter de répondre à l'objection ou à la question, alors en prenant un peu plus de temps, vous pouvez traiter la question. C'est-à-dire que derrière cette question, ou du moins, qu'est-ce que cette question va vous permettre d'ouvrir comme nouveau sujet?
argument vous allez pouvoir convoquer pour finir de convaincre encore toute la salle. Si vous êtes dans le tac au tac, bah, ça va être, alors, combien? 30 secondes. Hein? Alors que combien de temps? Ah, alors, cette question de temps. Et là, vous voyez, je peux en faire quelque chose de plus réfléchi qui va me permettre, moi, d'aller dans le sens de ce que je veux faire avec vous. Donc, on prend son temps. D'autant plus que le fait de garder son temps après que votre interlocuteur ait posé une question, c'est aussi une marque de respect. Déjà, d'une, vous êtes sûr de ne pas le couper, vous peut aller jusqu'au bout de son développement. Et deux, vous lui montrez que sa question mérite un temps de réflexion, parce que c'est une bonne question. Parce que c'est une question légitime. Et que vous n'êtes pas là pour montrer que vous êtes question pour un champion. Vous êtes là pour montrer que vous vous intéressez à eux. Troisième piège, c'est de vouloir se justifier dès lors qu'on commence à être mis un peu sur la sellette, où il y a des objections. En disant, oui, ben, c'est bien gentil, tous vos outils, mais si on les met en place, en fait, on va tous se ressembler, on va être des robots de la communication. Ah, moi, je vais avoir envie de me justifier. Mais non, non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Écoutez, si je prends un peu de temps, je vais pouvoir continuer à argumenter. Je prends mon temps. C'est une question qui est légitime. Je me sépare de la personne qui vient de me challenger. Je prends mon temps, ça a besoin de réflexion. L'authenticité en communication est absolument indispensable. Elle est plus qu'indispensable, elle est centrale. C'est la première chose qu'on regarde. C'est est-ce que j'ai quelqu'un qui me dit vrai ou quelqu'un qui triche en face de moi. Et vous voyez, c'est-à-dire que je vais essayer de tirer le plus positif de la question, plutôt que d'essayer de répondre au négatif. Hein, avec tout ça, tous vos trucs là, on va tous se ressembler, on va manquer d'authenticité. Non, non, c'est pas vrai. L'authenticité, alors ça peut être, je vais prendre le mot authenticité et je vais répondre à partir de l'authenticité parce que j'ai des choses à développer et à argumenter sur l'authenticité. Ou peut-être que ça va être les outils que je vous propose. Vous parlez des outils que je vous propose. Vous me parlez des techniques que je vous propose. Ces techniques que je vous propose, elles sont là justement pour garantir la sécurisation de votre personnalité pour qu'elle puisse oser s'extérioriser ou s'exprimer. Donc, si on résume pour le jeu de questions-réponses, on distribue à tout le monde, on ne dialogue pas, on prend son temps et on argumente, toujours dans le positif, dans le constructif et dans le sens de ce qu'on est venu chercher. Et c'est souvent le fait de gagner du temps qui va vous permettre d'avoir la lucidité qui va s'ouvrir et éviter les moments où vous sortez de la réunion en disant « Ah, pourquoi je ne lui ai pas dit ça? J'aurais dû lui répondre ça. » Ah oui, sauf que dans le tac au tac, on n'a pas les suites dans les idées pour pouvoir trouver ce genre de solution. Je vous remercie, on arrive à la fin de cette conférence. Je vous remercie infiniment de m'avoir prêté votre attention. C'est toujours un plaisir de pouvoir évoquer ce sujet avec de nouveaux publics. Alors là, on aurait pu avoir plus d'échanges, mais c'est toujours la limite de Teams. Je voulais terminer. C'est gentil, Justin. Merci beaucoup. Je voulais terminer par vous montrer une dernière slide. Si ça peut bien y aller. Décidément, la technique m'aura jusqu'au bout. Alors, panorama à partir de la diapositive actuelle. Comme le dit la diapositive, vous voyez, exprès, j'en ai fait une très chargée. Pour aller plus loin, si ces sujets-là vous ont intéressé, vous dire tiens, ça serait pas mal de le creuser, en partenariat avec le CCI Grand Est, on a mis des séances à disposition, dont une déjà qui est le mercredi 15, qui est donc, là pour le coup, c'est une journée avec des groupes restreints, où on sera moins dans la conférence, mais plus dans
dans la formation, avec, parce que là, vous m'avez plutôt écouté, et là, l'idée, c'est de vous faire faire les choses, partir d'une présentation commerciale et d'appliquer tous ces outils sur votre présentation commerciale et d'aller jusqu'à même à la répétition de cette présentation commerciale. Donc, normalement, il faut que pour les modalités, vous rapprocher d'Armand, c'est bien ça, Armand? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, vous pouvez vous rapprocher de moi par mail ou en me contactant directement. Et je ferai le lien, du coup, par la suite avec Laurent. Je ne sais pas si vous avez une dernière question. En tout cas, je vous remercie toutes et tous. Merci à tous Merci, également pour votre participation. Corinne. Merci, Boris. Merci, Joachim. Je vous souhaite un bon appétit. Et d'ailleurs, si vous cherchez de quoi boire, je crois qu'il y a du monde autour de l'écran qui serait capable de vous conseiller une bonne bière, un bon vin ou un bon champagne. Merci, au revoir à tous. J'étais ravi de vous accueillir dans notre studio. Merci à tous pour votre participation et nous on se retrouve au mois de juin pour une nouvelle masterclass sur augmenter vos ventes à l'international grâce au web marketing. Merci infiniment. Merci beaucoup Laurent. Merci.